Il y a toutes sortes d'armes ici-bas. Mais celle qui a servi à tuer Philip Asher est la plus macabre que j'ai jamais vue. Et je parle en connaissance de cause, ça fait 20 ans que je suis dans la branche. Quelle est cette arme? Je vais vous le lire. Il s'agit d'une tête de mort. Craven et moi, nous restons là, debout, terrassés et immobiles à regarder ce qu'il reste de ce débris humain, brisé en 1000 morceaux et couvert de sang, gisant à côté du cadavre. Une tête de mort qui regoute à la vie en se collant du sang sur le bout du nez. C'est sûr, le premier ou, à la rigueur, le second coup a dû le faire éclater comme une coquille d'œuf, mais il devait en rester un morceau assez gros pour défoncer le crâne d'Asher. Vu l'état de la blessure, le coup avait été porté avec une grande force. Je lève les yeux et je jette un regard sur la grande pièce où nous nous trouvons. C'est un grand studio aux couleurs sombres et au décor masculin. 2 des murs sont couverts d'étagères garnies de livres reliés cuir, tandis que, devant le 3e, sont disposés des objets en tout genre, à mon avis, des produits d'une civilisation primitive, mexicaine ou d'Amérique centrale. Il y a des poteries, des statuettes, des bois sculptés, des armes. Dans la pièce, il y a 2 bureaux face à face, le premier imposant et prétentieux, l'autre petit et fonctionnel. Je me dis que l'ensemble devrait donner une impression de confort, mais à mon avis, c'est raté. Cet endroit est froid et impersonnel, malgré les livres et les objets d'art. Je regarde à nouveau la tête de mort brisée et sanglante. Craven me dit « Si on m'avait raconté ça, je l'aurais pas cru. » Je lui lance un regard tout aussi incrédule. Craven se met à siffloter, puis il frotte le sommet de son crâne chauve. « Bon, on a vu, ça suffit. Vous ne trouvez pas? »« Oui. C'est largement suffisant, » lui dis-je. Nous passons la double porte et nous arrivons dans le hall. À l'autre bout, il y a un living room décoré aussi de meubles froids et d'objets d'art primitifs. Un des policiers se tient stoïquement debout près d'un grand sofa. L'autre est dehors. Il attend l'arrivée du coroner et des types du laboratoire. Assis, rigide, au beau milieu du divan se trouve Douglas Falconer. Ses mains sont posées à plat sur ses genoux. Ses yeux myopes clignent rapidement derrière les verres épais de ses lunettes cerclées de métal. Je me dis qu'il doit avoir une 40aine d'années. C'est un type au visage maigre et sans menton, au teint pâle. Ses rares cheveux filasses s'énervent sur sa tête. Il porte un vieux jean délavé et une chemise de la même couleur. Falconer est un type fade, à l'air timide et inoffensif. Pourtant, il y a environ 30 minutes, en téléphonant au commissariat, il a avoué spontanément qu'il venait de tuer Philip Asher. Sur la chemise de Falconer, il y a de grandes taches de sang séché. Tout ce qu'on sait sur Falconer et Asher, c'est que ce dernier était le propriétaire de la maison, une luxueuse villa de style espagnol qu'il avait fait construire dans le quartier résidentiel de la ville. Jusqu'à aujourd'hui, Falconer était son secrétaire privé. On sait aussi qu'aucun témoin n'a assisté au meurtre et qu'il a été commis dans un moment de fureur aveugle, selon les dires du coupable. Reste le motif. Nous n'en avons aucune idée, et ce n'est pas le crâne brisé près du cadavre qui va nous le dire. Craven et moi allons nous asseoir à côté de Falconer. Ses paupières clignotent toujours, mais ses yeux restent dans le vague, comme si rien ni personne n'existait autour de lui. Il est sous le choc. Mais quand je prononce son nom, il lève brusquement la tête et me fixe. Son regard, comme son visage, reste sans expression. Je lui demande doucement, « Falconer, désirez-vous nous parler ?» Bien évidemment, il connaît ses droits. On lui a fait le speech habituel, mais il a refusé la présence d'un avocat pendant son interrogatoire.
Vous le savez, monsieur l'inspecteur, j'ai tué Asher. Je l'ai déjà dit. C'est vrai, j'ai pensé un instant maquiller mon crime, faire croire à un cambriolage, monter le coup du voleur qui a tué parce qu'il a été dérangé, un truc de cinéma, quoi, mais j'ai très vite compris que ce serait inutile. De toute façon, je ne sais pas bien mentir, même si j'en ai souvent eu l'occasion. Et puis, maintenant j'ai perdu tout intérêt pour la vie, pour mon avenir. Je suis fatigué. Je suis si fatigué, monsieur l'inspecteur. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. Craven l'écoute, le nez dans son carnet de notes. Et sans lever les yeux, il lui demande « Mais pourquoi l'avez-vous tué, monsieur Falconer ?» Falconer se met à secouer la tête lentement, comme s'il ne pouvait comprendre lui-même ce qui l'a poussé à accomplir ce geste. Je me dis qu'il va bien finir par nous le dire, alors ce n'est pas la peine de le brusquer. Après quelques secondes de silence, je lui demande « Mais pourquoi avec une tête de mort? Où avez-vous trouvé cet objet ?» Il ferme les yeux puis les rouvre très vite. Asher avait cet objet. Il était posé sur une étagère derrière son bureau. Il était assis à cette place quand j'ai fait ça. « Hein ?» dit Craven. « Il gardait un crâne humain? Et à la vue de tous? Mais à quoi diable lui servait-il » Il disait que ça l'amusait de voir les réactions de ses visiteurs quand ils voyaient le crâne. Monsieur Asher avait un humour macabre, n'est-ce pas? De plus, il disait que c'était son memento mori. Son quoi? Memento mori, ça veut dire son souvenir de mort. Cet objet était un symbole, un rappel que nous sommes tous mortels et que nous partirons tous un jour, tôt ou tard. Je ne peux pas m'empêcher de dire que je trouvais ça plutôt morbide. Philippe Asher a toujours été un homme inflexible, calculateur et d'un grand sang-froid. Vous savez, la mort ne l'effrayait pas. On peut dire que, dans un sens, c'était le but de sa vie, puisqu'il s'était consacré aux morts anciens. Craven et moi, on se lance un regard dubitatif que je peux traduire par « Dans quel guêpier on s'est fourré ?» Pouvez-vous nous expliquer ça un peu plus clairement, monsieur Falconer? Il était anthropologiste. Philippe Asher est mondialement connu et reconnu. Il a publié de nombreux ouvrages sur les Mayas et les Aztèques. Des succès. Il faisait aussi de nombreuses conférences qui étaient très appréciées. Toutes les universités, et en particulier les départements anthropologiques spécialisés dans l'étude de l'histoire précolombienne, lui demandaient son avis. C'était un homme riche et renommé. Vous étiez son secrétaire permanent, n'est-ce pas? Oui, je l'aidais dans ses recherches. Je l'accompagnais dans toutes ses expéditions, au Yucatan, dans tout le Mexique et en Amérique centrale. Je rédigeais ses notes, je tapais ses articles, ses manuscrits et sa correspondance. Depuis quand travaillez-vous avec lui? 8 ans, à 1 mois près. Soudain, des larmes apparaissent derrière ses lunettes cerclées de métal. Et vous vivez ici? J'ai ma chambre dans l'aile sud de la maison. Y a-t-il d'autres personnes vivant sous ce toit? Non, plus maintenant. Avant, il y avait sa femme. Elle est partie il y a 4 ans, et il ne s'est pas marié. Aviez-vous prémédité la mort de Philippe Asher? Demande Craven. Je ne pensais pas le tuer aujourd'hui, si c'est ce que vous voulez savoir. Vous vous êtes disputé, alors? Non, il n'y a rien eu de spécial, aucune discussion. Le regard de Falconer repart vers une destination inconnue. Alors, comment expliquez-vous cette rage meurtrière? Qu'est-ce qui s'est passé de si grave ce matin pour que vous deveniez un assassin? De nouveau, Falconer secoue la tête. Il se fige quelques instants et puis, brutalement,
Il s'écroule comme une loque. Ses yeux fixent un objet, une chose, qui ne se trouve pas dans la pièce. Il met un certain temps avant de murmurer « Une révélation. Une révélation. » Quelle est cette révélation que s'apprête à faire Falconer? Vous le saurez dans quelques instants. Nouvel échange de regards entre Craven et moi, et puis je dis « Allez-y, continuez, Falconer. » Il soupire profondément, ses mains tremblent légèrement. Hier, j'ai reçu une lettre de Thomas Leston, un autre anthropologiste très célèbre lui aussi, que j'ai connu grâce à Asher lors d'une conférence à Denver. Thomas Leston m'offrait une place de secrétaire à un salaire tout à fait confortable. Je n'ai pas réfléchi longtemps pour prendre ma décision. Je ne voulais pas laisser filer une telle proposition, n'est-ce pas? Ce matin, je suis donc allé voir Asher pour lui parler de l'offre et de la décision que je venais de prendre. Il a tout net refusé ma démission, prétextant qu'il ne pouvait pas être certain que je garderais le silence si je n'étais plus à son service ni dans sa maison. Il m'a ordonné de rester et m'a menacé de prendre des dispositions contre moi si je refusais. Attendez, monsieur Falconer. Pour quelle raison vous deviez garder le silence? Falconer baisse la tête. Quelque chose qui s'est passé il y a 4 ans. Quoi? Il reste silencieux plusieurs secondes, puis déglutit difficilement avant de lâcher. La mort. La mort de sa femme et de son amant, un violoniste. Ça s'est passé dans la résidence que possédait Asher, près du lac Pontchartrain. Nous le regardons, Craven et moi, interrogatifs. Mais, monsieur Falconer, vous nous avez dit tout à l'heure que sa femme l'avait quitté, pas qu'elle était morte. Alors? Ah bon, j'ai dit ça? Oui, c'est possible. Vous savez, c'est un mensonge que j'ai dit et redit tant de fois que c'est devenu pour moi une sorte de réflexe. Jane Asher est morte avec son amant au lac Pontchartrain. C'est la vérité. Comment sont-ils morts? Demande Craven. Ils sont morts asphyxiés. Ça s'est passé un samedi, le premier samedi de septembre, il y a 4 ans. Très tôt ce matin-là, Asher décide brusquement d'aller passer quelques jours au lac. Il avait des difficultés à écrire, son livre n'avançait pas. Alors, il a pensé qu'un petit dépaysement ne pouvait que lui être profitable. Il est parti en voiture, seul, vers 7 heures. Comme j'avais un rendez-vous à 8 heures, je suis parti plus tard avec ma propre voiture. À mon arrivée, j'ai découvert Asher à l'intérieur du chalet et aussi les cadavres. Les corps étaient allongés sur le lit, nus, tous les deux. Asher m'a dit qu'il les avait trouvés comme ça, étendus, nus et morts. Il m'a raconté que ça empestait le gaz quand il était arrivé et qu'il avait donc ouvert pour aérer. Il mettait ça sur le compte du vieux poêle défectueux de la chambre à coucher. Et vous avez gobé ça sans poser la moindre question, monsieur Falconer? Oui, monsieur l'inspecteur. Comprenez-moi, j'étais complètement abasourdi. J'avais toujours eu une très haute estime pour Jane. Je trouvais cette femme extraordinaire. Je la croyais totalement incapable d'être infidèle. Elle était jeune, belle, raffinée. Et Asher, il était aussi abasourdi? Demande Craven. Il en avait l'air, oui. Mais il avait gardé tout son calme.
Quand je lui ai dit que j'allais prévenir la police, il m'a dit qu'il ne voulait pas entendre parler de ça. Pensez au scandale, m'a-t-il dit, et à ma réputation, vous imaginez, ma carrière fichue par un sordide entrefilé dans les journaux. Alors je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'on va faire, monsieur ? Il m'a froidement répondu que nous allions nous-mêmes nous en occuper, qu'on allait enterrer les corps près du lac et qu'ensuite on justifierait la disparition de Jane par une rupture du couple et on dirait que Jane était retournée chez sa mère à Boston, sa ville natale. Évidemment, je n'étais pas chaud, mais il développa sa théorie, affirmant que personne ne mettrait en doute cette explication, d'autant qu'ils avaient peu d'amis intimes et que sa propre réputation suffirait. Il avait raison. Comme d'habitude. Et vous avez obéi. Docilement. Mais qu'est-ce que je pouvais faire, monsieur l'inspecteur ? Je ne suis pas une bête, moi. Ni physiquement, ni intellectuellement. Et puis, à cette époque-là, je respectais Asher. Je respectais son jugement. Je vous l'ai dit, devant ces 2 cadavres, j'étais totalement dérouté. Alors voilà, je l'ai suivi, je l'ai aidé à transporter les corps jusqu'à un promontoire sur lequel nous avons dissimulé les cadavres sous des piles de pierres sèches. Craven remarque, « Et comme ça, pendant 4 ans, vous avez gardé le secret. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce meurtre, ce matin. » Oui. Oui, monsieur l'inspecteur. Mais au fait, de quoi vous a menacé Asher quand vous lui avez dit que vous alliez le quitter ? Falconer réajuste vaguement le col de sa chemise ouverte. De me tuer. Ah, dites-moi, il plaisantait pas. Non, mais c'est un peu violent comme représailles pour un accident qui remonte à 4 ans et 2 morts accidentelles. C'est exactement ce que je lui ai dit. Et alors, qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Il m'a avoué la vérité. La vérité ? La vérité, monsieur Falconer, c'est que sa femme et son amant ne sont pas morts par accident, n'est-ce pas ? Et qu'évidemment, c'est Asher qui les a tués. C'est ça ? C'est ça. En arrivant au chalet, il les a trouvés tous les 2, couchés, nus, dans son lit. Ils étaient bien vivants, si vous voyez ce que je veux dire. Alors ça l'a rendu fou furieux. Son amour-propre était outragé. La faute était impardonnable pour cet homme qui dirigeait et commandait tout et tout le monde. Bien sûr, cette offense était de taille. Il fallait y remédier par un châtiment exemplaire et rapide. C'était sa manière de faire, voyez-vous. Alors, il a commencé par les assommer. C'est vrai que sur le coup, si j'avais regardé les cadavres plus attentivement, j'aurais sûrement découvert la vérité. Mais au moment du drame, j'étais dans un tel état. Ensuite, il les a étouffés avec les oreillers. J'ai dû arriver à peu près à ce moment-là. Il n'avait pas encore pu se débarrasser d'eux, c'est pourquoi il a inventé l'histoire de la fuite de gaz. C'est vrai, sur le moment, je n'ai pas réagi, mais quand je suis arrivé, ça ne sentait absolument pas le gaz dans le chalet. Alors que, vous le savez, ce genre d'odeur est plutôt tenace, même si on ouvre les fenêtres. Falconer nous demande un verre d'eau. Il est en sueur. Il l'avale d'un trait avant de poursuivre. Je suis sûr que si je ne l'avais pas cru à ce moment-là, Asher n'aurait pas hésité une seconde. Il m'aurait tué aussi, sur le champ. J'étais donc bien obligé de l'aider. Falconer s'écroule une nouvelle fois. Son corps maigre est replié sur lui-même dans une position presque fœtale. Il ne bouge plus, ne dit plus rien pendant de longues secondes. Je me dis que ce type est effectivement usé, fatigué, pire, à bout de nerfs et peut-être au bout de sa vie. Je lance un regard à Craven. D'un commun accord, nous le laissons tranquille quelques instants. Le temps d'aller saluer nos confrères qui s'agitent autour du cadavre. Le temps d'avaler un petit scotch. Sec pour moi, soda pour Craven. Puis nous revenons vers le canapé du salon.
Falconer n'a pas bougé. Il semble figé, la tête enfouie dans les épaules. Je le secoue doucement. Il a les yeux rougis derrière ses lunettes. Pouvons-nous continuer, monsieur Falconer? Il baisse les paupières pour acquiescer. Bien, cette confession est donc la révélation dont vous parliez, n'est-ce pas? Pour résumer, vous découvrez que vous avez travaillé pendant 8 ans pour un meurtrier, que vous êtes complice d'un crime horrible et qu'en plus, cet homme vous menace à votre tour. Alors, vous perdez tout contrôle en découvrant la vérité. Vous saisissez la tête de mort et vous le matraquez avec cet objet. C'est ça? Non, ce n'est pas tout à fait la vérité, monsieur l'inspecteur. Bien sûr, j'étais malade de dégoût en pensant à ma participation dans cette monstrueuse affaire. Et tout à coup, je me suis mis à le haïr. Je ne voulais qu'une chose, le faire souffrir. Mais voilà, monsieur l'inspecteur, je ne suis pas un homme violent. Enfin, je veux dire, physiquement. Parce que dans ma tête, finalement, je pense que je suis un lâche. Et si Asher ne m'avait pas fait la seconde révélation, je ne crois pas que je l'aurais frappé. Craven et moi, nous nous regardons pour le moins étonnés. Une autre révélation? Bon, alors c'est à cause de cette seconde révélation que vous avez tué Asher? C'est bien ça? Oui. Environ 1 an après le meurtre, je ne sais pas comment il en est arrivé à m'avouer ça, mais il l'a fait. Et en plus, il en était fier. Enfin, disons que ça l'amusait. Ce type était un fou. Et les fous sont incompréhensibles, n'est-ce pas, monsieur l'inspecteur? Falconer se met à trembler de tous ses membres. Le memento mori, c'est-à-dire le crâne, ne venait pas du Mexique comme je l'avais toujours cru. Non. Il venait du lac Pontchartrain, du promontoire du lac Pontchartrain. Vous imaginez, monsieur l'inspecteur, quand j'ai appris ça, je suis entré dans une de ces fureurs, une rage aveugle, plus forte que tout. Et je me suis servi de l'arme de la vengeance pour le détruire, le casser, le faire disparaître à tout jamais. Pouvez-vous croire ça? Je venais d'apprendre que pendant toutes ces années, j'avais travaillé dans ce bureau et que je voyais tous les jours, par-dessus son épaule, la tête décharnée de sa femme, de la femme que depuis tant d'années, j'aimais en silence.